La porte du garage grogna derrière le camion d'Arla Knox alors qu'ils s'engageaient dans l'allée de leur maison du lotissement de Phoenix. L'horloge du tableau de bord indiquait 20h47. Une autre journée de 12 heures à gérer la logistique pour Carter Supply Chain Company, à gérer les retards de livraison en provenance de Long Beach et les clients frustrés qui attendaient des miracles, qu'il resta assis au volant pendant 30 secondes, laissant le moteur refroidir. Par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir la lueur bleue de l'écran d'un téléphone. La porte d'entrée se bloqua légèrement lorsqu'il l'ouvrit. La maison sentait les boîtes de plats à emporter et la légère odeur chimique du vernis à ongles de Shirley. « Je suis rentré », cria-t-il. Shirley leva les yeux du canapé pendant exactement 2 secondes avant de se tourner à nouveau vers son téléphone. Son pouce s'exerçait à glisser rapidement. Le son des vidéos TikTok emplissait le silence entre eux. « Salut », dit-elle sans lever les yeux. « On mange dans la cuisine. » Aaron posa ses clés sur le comptoir et trouva un sac de ce restaurant méditerranéen qu'il aimait sûrement. Encore chaud, il ouvrit le contenant en polystyrène et trouva du shawarma au poulet qui reposait depuis au moins 1 heure. « Où est Avery ?» Les devoirs à l'étage. Arlon monta les escaliers et frappa à la porte de son fils. « Dis donc, mon pote. »« Papa. » Avery leva les yeux de son bureau, crayon à la main, une feuille de maths étalée devant lui. « J'avais déjà fini ma lecture. Il ne me reste plus qu'une multiplication. Besoin d'aide ? Je crois que j'ai trouvé. » Avery résolvait un autre problème. Sa langue tirait légèrement tandis qu'il se concentrait. À 8 ans, il avait les cheveux noirs et l'expression sérieuse d'Arlan, mais aussi quelque chose de fragile. Son problème cardiaque le fatiguait facilement. Chaque activité normale d'enfant était un risque calculé. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? Bien. La mère de Tommy est revenue me chercher. Maman avait une réunion. Une autre réunion. Ara hocha la tête et ébouriffa les cheveux de son fils. Ne veille pas trop tard. De retour en bas, Shirley s'était installée sur l'îlot central de la cuisine, son téléphone posé contre une bouteille d'eau, tout en regardant un tutoriel de maquillage. Elle portait un pantalon de yoga et un t-shirt trop grand sur lequel était écrit « Boss Babe » en lettres dorées. « Longue journée ?» demanda Arlon en ouvrant le réfrigérateur. Même. Conférence téléphonique avec l'équipe de la marque. Puis déjeuner avec Jessema. Tu sais comment c'est. Tu savais comment c'était. Le travail de Shirley en tant que consultante en médias sociaux impliquait beaucoup de ce qu'elle appelait du networking, et ce qui lui semblait être des brunchs prolongés et des virées shopping qui, d'une certaine manière, comptaient comme du travail. Tu veux regarder quelque chose ensemble ? Il y a cette émission que tu as mentionnée. Shirley leva les yeux de son téléphone. Peut-être demain. Je retrouve Whitney et des amis plus tard. Soirée entre filles dans ce nouveau bar du centre-ville un mardi. C'est l'happy hour jusqu'à 21h. Elle finit par poser le téléphone et le regarda droit dans les yeux. J'ai passé la journée à la maison, Arlon. Il faut que je sorte. Tu viens de dire que tu avais déjeuné avec. C'était du travail. Sa voix était tranchante. J'ai le droit d'avoir une vie sociale. Arlon mangea son shawarma froid sans répondre. La télévision murmurait en fond sonore. Une émission de télé-réalité sur des gens qui rénovent des maisons. Shirley reprit son téléphone. Le rendez-vous d'Avery demain est à 15h30. Il dit, je connais l'horaire. Son rendez-vous chez le cardiologue est jeudi à 10h. J'ai noté dans mon agenda, et vous ? Shirley leva brusquement les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Je suis juste sûr. La tension monta entre eux comme un fil sur le point de se rompre. Le téléphone de Shirley vibra, un SMS lui parvint, et elle le décrocha aussitôt. Je devrais me préparer, dit-elle en se laissant glisser du tabouret de bar. Ne m'attends pas, Aaron la regarda disparaître à l'étage. 20 minutes plus tard, elle redescendit vêtue d'une robe noire qu'il n'avait jamais vue et d'un parfum qui n'était pas celui qu'il lui avait offert pour Noël. À plus tard, dit-elle en se dirigeant déjà vers le garage. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, plus bruyant qu'un claquement. Mercredi soir, Arlon se tenait au fourneau, remuant la sauce pour les pâtes pendant qu'Avery mettait la table. Ils avaient développé cette routine au fil des mois. Arlon cuisinait, Avery aidait, tous deux s'adaptant à l'emploi du temps de Shirley. « Je peux avoir du fromage en plus ?» demanda Avery en pliant des serviettes comme Arlon le lui avait appris. « Autant que tu veux, mon pote », Shirley se précipita à 18h15,
le téléphone collé à l'oreille. Non, non, les indicateurs d'engagement sont en forte baisse par rapport au trimestre dernier. Il faut qu'on change de stratégie de contenu. Elle leva un doigt pour indiquer qu'elle en avait encore une minute. Arlon, serre les assiettes. Avery grimpa sur sa chaise et attendit. Désolé. Désolé. Shirley finit par raccrocher et s'assit. Crise au travail. Tu sais comment c'est. Ils mangèrent dans un silence relatif. Avery leur parla de son projet scientifique sur les systèmes solaires. Shirley hocha la tête à intervalles réguliers tout en consultant ses messages sur son téléphone. La Terre est la 3e planète. Avery expliqua comment faire tournoyer des spaghettis autour de sa fourchette. Et Mars est la 4e. Et sa fourchette heurta l'assiette avec fracas. Les yeux d'Avery se révulsèrent et il s'affaissa en avant. Avery. Aaron se leva instantanément de sa chaise, attrapant son fils avant qu'il ne touche la table. Avery, le corps du garçon était inerte, sa peau gris pâle. Aucune réaction due à la formation de Marine Darland. Vérifie les voies respiratoires. Vérifie le pouls. Faible mais présent. Il souleva Avery facilement, se dirigeant déjà vers le garage. Appelle les secours, dit-il à Shirley, qui restait figée près du table. Dites-leur qu'on va à l'hôpital pour enfants de Phoenix. Un enfant de 8 ans atteint d'une malformation cardiaque congénitale, inconscient. Vraiment? Appelez-le. Arlon a allongé Avery sur la banquette arrière et a conduit plus vite qu'il n'aurait dû, grillant 2 feux rouges. Dans le rétroviseur, il a vu la poitrine de son fils se soulever et s'abaisser, avec une respiration superficielle et irrégulière. L'équipe des urgences l'attendait lorsqu'il s'est arrêté. Ils avaient déjà eu affaire à Avery. Ce n'était pas son premier épisode cardiaque, mais c'était le pire. Un infirmier nommé Miguel a aidé à le transférer sur un brancard. Quand cela a-t-il commencé, demanda le docteur Patterson alors qu'il franchissait précipitamment les portes automatiques. Il y a environ 8 minutes, il dînait, parlait normalement, puis s'est effondré. 3 épisodes précédant l'année dernière. Le dernier remonte à 6 mois. Ils ont emmené Avery en fauteuil roulant dans une salle de traumatologie. Arlon est resté dehors à regarder à travers la vitre pendant qu'il fixait les moniteurs et en démarrait 4. Son fils paraissait incroyablement petit sous les lumières de l'hôpital. Son téléphone vibrait. Un SMS de Shirley. Comment va-t-il à l'hôpital maintenant? Aaron, j'ai regardé autour de moi dans la salle d'attente. Rien ne semblait vouloir me convaincre. 20 minutes plus tard, le docteur Patterson est sorti, toujours ganté. Son état est stable, mais nous devons effectuer d'autres examens. Son rythme cardiaque est irrégulier, plus irrégulier que jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons envisager une intervention chirurgicale. Ce soir, ces mots ont fait l'effet d'une douche froide. Opération. C'est une procédure dont nous avons déjà parlé. L'implantation d'un dispositif pour réguler son rythme cardiaque. Nous le surveillons, espérant pouvoir attendre qu'il soit plus âgé, mais son état progresse plus vite que nous le souhaiterions. Ara a hoché la tête. Allez-y. Je dois vous expliquer les risques. Faites ce que vous avez à faire. Le docteur Patterson lui a expliqué l'intervention, les complications potentielles, la convalescence. Arlon a signé les papiers d'une main parfaitement immobile malgré l'effondrement de son corps. À 21h30, ils ont emmené Avery en salle d'opération. Aaron s'est assis dans la salle d'attente et a appelé Shirley. Bonjour. Bruit de fond, musique, voix, rire. Avery est dans un état critique. État. Il le prépare pour une opération. Silence à l'autre bout du fil. Puis opération. Quel genre d'opération? Opération cardiaque. Ils doivent sûrement lui implanter un appareil pour réguler son rythme cardiaque. C'est une opération d'urgence. Attendez, mais j'ai des billets NBA ce soir. Un rire nerveux. Je dois y aller, non? Enfin, les billets étaient chers. Et Arlon a raccroché, fixant le téléphone pendant une minute entière, puis le retournant face contre terre sur la chaise à côté de lui. La télévision de la salle d'attente était réglée sur ESPN. Arlon essayait de se concentrer sur un magazine, puis sur son téléphone, puis sur ses mains. Rien n'y faisait. Toutes les 2 ou 3 minutes, une infirmière le tenait au courant que l'opération se déroulait normalement. Tout se déroulait comme prévu.
À 1h45, le match de basket a commencé. Phoenix Suns contre Lakers. Arlon n'a pas vraiment regardé jusqu'à ce que la caméra fasse un panoramique sur la foule pendant un temps mort. Section 112. Siège premium. 20 rangs plus haut que le terrain. Elle était là. Shirley était assise à côté d'un homme en polo bordeaux qui riait de quelque chose qu'il avait dit. L'homme se pencha et lui dit quelque chose à l'oreille. Elle rejeta la tête en arrière, sincèrement ravie. La caméra s'attarda exactement 4 secondes avant de passer à une publicité pour des pneus de camion. Arlon connaissait cet homme, Miles Redford, un coéquipier de football américain au lycée. Ils étaient restés en contact au fil des ans, échangeant des cartes de Noël, buvant une bière de temps en temps quand Miles était en ville. Miles possédait 3 concessions automobiles en Arizona et ne laissait personne l'oublier. Arlon resta parfaitement immobile, tandis que la vérité s'installait. Les nuits tardives, les nouveaux vêtements, l'intérêt soudain pour les soirées entre filles, la façon dont elle avait commencé à garder son téléphone face cachée. Son fils subissait une opération à cœur ouvert à 20 mètres et sa femme assistait à un match de basket avec un autre homme. La caméra montra à nouveau la section 112 au 3e quart-temps. Cette fois, Miles avait son bras autour du dossier du siège de Shirley. Sa main reposait sur sa cuisse. Aaron sentit quelque chose se refermer dans sa poitrine. Pas la rage qui viendrait plus tard. C'était quelque chose de plus froid, de plus permanent. Le docteur Patterson apparut en tenue d'hôpital à minuit 30. L'opération s'est parfaitement déroulée. Avery est en salle de réveil. Vous pourrez le voir dans environ 1 heure. Merci. Il va bien, monsieur Knox. L'appareil régulera son rythme cardiaque. Il vivra une vie tout à fait normale. Arla hocha la tête et serra la main du médecin. À la télévision, les Lakers avaient gagné de 12 points. Quand Shirley arriva enfin à 1h15, elle sentait la bière Arena et l'eau de Cologne d'un autre. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, légèrement essoufflée. Vivant, Arlon ne leva pas les yeux de son magazine. « Vous l'avez manqué. Je suis venu dès que j'ai pu. Il y avait du trafic. Il est en salle de réveil. Vous pourrez le voir à 14h. » Shirley s'assit à côté de lui, et il la sentit essayer de déchiffrer son expression. « Arlan, je suis désolé. J'aurais dû. » J'aurais dû quoi? J'aurais dû venir plus tôt. Ouais. Il ferma le magazine et se leva. Tu aurais dû. Il se dirigea vers les distributeurs et acheta un café dont il ne voulait pas. À son retour, Shirley consultait sa prise téléphonique. 20 minutes plus tard, une infirmière les conduisit en salle de réveil. Avery paraissait petit et pâle sur les draps blancs, des fils reliant sa poitrine à divers appareils, mais sa respiration était régulière et le moniteur affichait un rythme cardiaque régulier pour la première fois depuis des mois. « Salut, mon pote » dit doucement Arlon. Les yeux d'Aver s'ouvrirent brusquement. « Papa, je suis là. Ça ne fait pas mal. » Bien. C'est bien. Shirley se tenait de l'autre côté du lit, et Avery se tourna vers elle. « Maman, tu es venue aussi ?»« Bien sûr que je suis venue. » Elle lui prit la main. « Comment te sens-tu » ? Fatigué, mais bien. Fatigué. Comme après la baignade. Ils restèrent dans l'ascenseur jusqu'à la fin des visites à 3h du matin. Shirley essaya de nouveau. « Arlon, à propos de ce soir. Ne fais pas ça. Il faut que je t'explique. » Non. Il la regarda directement pour la première fois depuis son arrivée. « On ne le fait pas. » L'ascenseur s'ouvrit au parking. Ils rejoignirent chacun leur voiture en silence. Point. Je pourrais prendre le thé à la maison. Arlon alla dans la chambre d'amis et ferma la porte. Shirley rentra 20 minutes après Aaron. Il entendit sa voiture dans l'allée, l'entendit monter, l'entendit s'arrêter devant la porte de la chambre d'amis. Elle ne frappa pas. Jeudi matin, elle le trouva dans la cuisine en train de préparer du café à 6h. « On devrait parler, dit-elle. »« De quoi ?» ?»« D'hier soir. »« De nous. » Arlon versa du café dans son mug isotherme. Avery sort à 22h. Son rendez-vous de suivi est mercredi prochain. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je comprends ce que tu voulais dire. Il prit ses clés et se dirigea vers le garage. Arrivé à la porte, il se retourna. Aver est vivant. Tu l'as manqué.
Pas de cris, pas d'accusation, juste un constat qui a fait plus de bruit que n'importe quelle dispute n'aurait pu avoir à l'hôpital. Avery était assis dans son lit, grignotant des œufs brouillés. Ses joues avaient repris des couleurs et il sourit en voyant Aaron. « Papa, regarde. » Il désigna la petite bosse sous sa chemise d'hôpital. « Je suis bionique maintenant. » « Qu'est-ce que ça fait ? » ?»« Différent. Comme si un robot aidait mon cœur à fonctionner. » Le docteur Patterson leur expliqua les instructions de sortie. Pas d'activité physique intense pendant 2 semaines. Rendez-vous de suivi mensuel pendant la première année. Des signes à surveiller. « Où est maman ? » demanda Avery en se dirigeant vers la voiture. Elle devait travailler. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Shirley avait envoyé un texto le matin même concernant une urgence. Arlon avait répondu « Ok » et rien d'autre. Le thé à la maison. Arlon installa Avery sur le canapé, filmé en cas à portée de main. Son fils s'endormit pendant le 2e film, épuisé par cette épreuve. Quand Shirley rentra ce soir-là, elle les trouva tous les deux sur le canapé, Avery blotti contre son père. Arlon lisait un livre sur la logistique de la Seconde Guerre mondiale. « Comment s'est passée ta journée ? » demanda-t-elle doucement. « Bien. » Et Avery se demanda. Avery remua et sourit à sa mère. « Maman, j'ai un cœur de robot. » « J'ai entendu. » Shirley s'assit sur la table basse, face à eux. « Ça fait mal ? » « Pas vraiment. Papa avait préparé des croque-monsieur pour le déjeuner. C'est sympa. » La conversation donnait l'impression qu'ils se parlaient tous à travers une vitre. Polie mais distante. Quand Avery monta se brosser les dents, Shirley essaya de nouveau. « Arlon, il faut qu'on le fasse. Je dors ici ce soir. Avery pourrait avoir besoin de quelque chose. » C'était une explication raisonnable. Et aussi un mensonge complet, et ils le savaient tous les deux. Vendredi, samedi et dimanche se passèrent de la même manière. Aaron s'occupa d'Avery pendant la journée. Shirley allait et venait avec de vagues explications sur le travail et les amis. Le soir, Aaron dormait dans la chambre d'amis. Lundi, cet arrangement semblait définitif. Mardi matin, après que Shirley soit partie prendre le petit déjeuner de sa cliente, Arlon s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et une tasse de café. Tom ferait des devoirs qu'il avait commencé avec son calendrier iCloud partagé. Shirley avait négligé les paramètres de confidentialité. Ses rendez-vous se synchronisaient automatiquement avec son téléphone. Le déjeuner avec Jessica jeudi dernier avait eu lieu au Greyhawk Golf Club de 11h30 à 15h. Un endroit cher pour un déjeuner décontracté. Il avait croisé sa story Instagram du jour, une photo de saumon au champagne avec la légende « Je me fais plaisir d'IS déjeuner-bas exécutif ». Mais le propre Instagram de Jessica la montrait à un cours de yoga à 22h le même jour qu'il avait parcouru d'autres publications. La soirée entre filles d'il y a 2 semaines était indiquée au Rooftop 25, un bar branché du centre-ville. Mais la story Instagram de Whitney de ce soir-là la montrait à la maison avec son mari en train de corriger des copies, 3 semaines auparavant, lors d'un dîner avec des clients au Phoenician Resort. Shirley avait posté une photo de la piscine du complexe au coucher du soleil. Mais en regardant attentivement le reflet dans son verre de vin, il pouvait voir quelqu'un d'autre, un homme en chemise bordeaux assis en face d'elle. Miles portait des chemises bordeaux comme si c'était son uniforme. Aaron ouvrit un nouvel onglet de navigateur et chercha Miles Redford sur les réseaux sociaux. L'homme ne dissimulait pas ses photos de fortune, sa BMW, sa maison à Scottsdale, son bateau sur le lac Powell, le soir même du dîner client de Shirley. Miles avait posté une photo du restaurant Phénician avec la légende « Super dîner avec une vieille amie ». Aaron se laissa aller dans son fauteuil. Il ne cherchait même pas à le cacher. Évidemment. Il passa l'heure suivante à établir une chronologie. Des rendez-vous café qui coïncidaient avec les pauses déjeuner de Miles. Des virées shopping qui se terminaient dans les mêmes restaurants où Miles publiait des photos. Des événements professionnels qui se déroulaient les soirs où Miles postait depuis des bars et des clubs. Le schéma remontait à 4 mois de mensonges. Des mois de réunions clients urgentes, d'événements de réseautage et de soirées entre filles qui étaient en réalité des rendez-vous avec son ancienne coéquipière. Aaron ferma l'ordinateur portable et monta voir Avery, qui faisait la sieste. Le visage de son fils était paisible, le moniteur cardiaque sur sa table de nuit émettait des bips réguliers. Son téléphone vibrait. Un SMS de Shirley. Réunion tardive ce soir. Ne m'attends pas.
Il répondit, d'accord. À 21h, il consulta la story Instagram de Miles. Une vidéo d'un bar à vin appelé Vintage 30 Miles. Un doux jazz en fond sonore. Le rire d'une femme lui semblait familier. Aaron n'avait pas besoin d'en voir plus. Whitney frappa à la porte samedi matin à 10h, portant un sac du magasin de Bagel qu'Avery aimait. Je pensais que vous voudriez peut-être prendre un petit déjeuner, dit-elle, mais ses yeux scrutèrent le visage d'Arlon comme si elle cherchait des signes de dégâts. Whitney avait 3 ans de moins que Shirley, mais infiniment plus mûre. Professeur d'anglais au lycée, mariée à un type bien nommé David, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires et apportait toujours quelque chose à chaque visite. Avery étant en train de jouer à des jeux vidéo, dit Arlon en acceptant le sac. Le médecin dit qu'il peut reprendre ses activités normales la semaine prochaine. Bien. C'est vraiment bien. Whitney le suivit à la cuisine. Où est Shirley? Au cours de yoga. Samedi matin, Arlon haussa les épaules et commença à disposer les bagels dans les assiettes. Whitney le regarda travailler et il la sentit hésiter à dire quelque chose. Aaron, oui. Tout va bien? Entre toi et Shirley, pourquoi demandes-tu ça? Elle est différente ces derniers temps. Distraite. Et la semaine dernière, au dîner, elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone toutes les 2 minutes. Le travail a été stressant pour elle. Whitney s'assit sur un tabouret de bar et étudia son visage. Tu dors dans la chambre d'amis. Ce n'était pas une question. Elle l'a probablement remarqué en utilisant la salle de bain à l'étage comme vêtement suspendu dans le placard de la chambre d'amis, ses livres sur une table de chevet. Avery a été opéré mardi. Je voulais être près de lui au cas où il aurait besoin de quelque chose. Aaron. La voix de Whitney était douce mais ferme. Je ne suis pas stupide. Il arrêta de préparer les bagels et la regarda droit dans les yeux. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu me dises ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu as l'air d'être mort. Parce qu'Avery a mentionné que maman sortait beaucoup. Parce que ma sœur se comporte bizarrement depuis des mois, et je m'inquiète pour toi. Arlon a envisagé ses options. Whitney était de la famille, mais elle était d'abord la famille de Shirley. Tout ce qu'il dirait pourrait remonter jusqu'à sa femme. Que, d'un autre côté, Whitney était perspicace. Si elle avait remarqué quelque chose d'anormal, d'autres personnes l'auraient probablement fait aussi. Tu sais, Miles Redford? Il a demandé que le visage de Whitney se figeât. Ouais, je sais. Miles, comment va-t-il? Eh bien assez. Elle resta silencieuse un long moment. Aaron, que crois-tu qu'il se passe? Je pense que tu le sais déjà. Whitney ferma les yeux. Depuis combien de temps le sais-tu? Je l'ignorais. Je m'en doutais. Elle ouvrit les yeux et le regarda. Je les ai vus ensemble dans ce nouvel endroit sur Central il y a 3 semaines. Ils étaient proches. À quel point? Se tenant la main, s'embrassant. La voix de Whitney était à peine plus forte qu'un murmure. Je ne savais pas quoi faire. C'est ma sœur. Quoi? Mais ta famille aussi. Et Avery ne mérite pas ça. Ils restèrent assis en silence 1 minute. À l'étage, ils entendirent Avery parler à ses personnages de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Whitney. Je ne sais pas encore. Tu veux que je lui parle? Non. La voix d'Aaron était ferme. Ça reste entre nous. Whitney hocha la tête. Aaron. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Ce n'est pas bien. Je sais. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. D'accord. D'accord. Voilà. Ce soir-là, après le départ de Whitney et le coucher d'Avery, le téléphone d'Arlan vibra, un SMS provenant d'un numéro qu'il ne connaissait pas. C'est le vrai numéro de Whitney. Shirley ignore que je l'ai. Il se voit depuis des mois. Je ne voulais pas être impliqué, mais Avery mérite mieux. Arlon fixa le message un long moment avant de répondre. Merci. Elle prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais soyez prudent. Lundi matin, Arlon prit un congé maladie et se rendit à la banque. Il y avait pensé tout le week-end, et il était temps de se défendre. J'aimerais transférer des fonds de notre épargne commune vers mon compte personnel, dit-il à la banquière, une femme d'âge moyen nommée Patricia,
qui s'était occupé de leur prêt immobilier. De combien parlons-nous? 60 000, la moitié de ce qu'il y a dedans. C'était parfaitement légal. Un compte joint signifiait que chaque partie pouvait accéder au fonds. Mais Harlem voulait des documents prouvant qu'il n'avait pris que ce qui lui revenait de droit. Motif du transfert, planification financière, diversification de nos actifs. Patricia a traité les formalités administratives sans poser de questions. En 1 heure, Arlon avait placé la moitié de leurs économies sur un compte auquel lui seul avait accès. Prochaine étape, le cabinet de l'avocat. Brian Chin s'était occupé du refinancement de leur maison 2 ans auparavant. Un type bien, un ancien marine comme Aaron. Il comprend les approches militaires face aux problèmes. J'ai besoin de comprendre ma situation juridique, expliqua Arlon. Hypothétiquement parlant, si mon mariage prenait fin, que se passerait-il avec le partage des biens de garde? Ce genre de choses. Brian se laissa aller dans son fauteuil. Eh bien, hypothétiquement, l'Arizona est un état de communauté de biens. Les biens acquis pendant le mariage sont partagés à parts égales, sauf en cas de contrat de mariage. Il n'y en a pas, et c'est assez simple. Quant à la garde, les tribunaux privilégient les arrangements conjoints, sauf preuve d'inaptitude ou de négligence. Qu'est-ce qui compte comme preuve? Négligence avérée, toxicomanie, manque de priorité aux besoins médicaux de l'enfant. Brian observa le visage d'Arlon. Cette conversation hypothétique est-elle sur le point de devenir réalité? Peut-être. Alors tu devrais commencer à tout documenter. Rendez-vous chez le médecin, heure de ramassage scolaire, qui gère les urgences médicales? Établis une trace écrite montrant que tu es le principal aidant. Arla acquiesça. Et la maison? Qui est responsable? Nous deux. Ensuite, elle sera partagée. À moins que tu puisses prouver que tu as contribué davantage à l'achat ou aux améliorations. En fait, Arlon s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas vrai pendant le refinancement. Shirley était en déplacement professionnel. Elle avait signé une procuration le laissant gérer les formalités administratives. Si tu te souviens bien, le nouvel acte contenait des clauses compliquées concernant les pourcentages de propriété. Peux-tu extraire le dossier de notre refinancement? Brian a passé 20 minutes à fouiller dans les archives. Lorsqu'il l'a trouvé, il a souri. Eh bien, c'est intéressant. D'après une structure d'acompte et les avantages de ton prêt militaire VA, tu possèdes en réalité 70% de la maison. Ta femme en possède 30. Comment est-ce possible? Tu as fourni l'intégralité de l'acompte grâce à tes économies militaires et le prêt VA est à ton nom uniquement. Pendant le refinancement, nous avons restructuré la propriété pour refléter les contributions réelles. Arlon ne se souvenait pas de cette conversation, mais apparemment Shirley l'avait approuvé sans en lire les détails. Donc, hypothétiquement, Arland a dit, si on divorçait, je garderais la majeure partie de la maison. Hypothétiquement, oui. À condition qu'elle ne conteste pas la structure de propriété. Mercredi après-midi, Arlon était assis dans son camion devant l'école d'Avery, attendant qu'on vienne le chercher. Il avait commencé à gérer tous les trajets scolaires après l'opération d'Avery, et il avait documenté chacun d'eux dans un carnet qu'il gardait dans la boîte à gants à 15h30. Il est allé chercher Avery à l'école primaire Desert Ridge. Shirley avait une réunion avec un client. Son téléphone a sonné. Cabinet du docteur Patterson. Monsieur Knox, nous devons reporter le rendez-vous d'Avery à demain. Pouvez-vous plutôt le prendre vendredi à 14h? Oui, ça marche. Et juste pour confirmer, devrions-nous envoyer des rappels de rendez-vous aux 2 parents? Envoyez-les-moi. Je m'occupe de tous ces rendez-vous médicaux. Parfait. À vendredi. Harlem a pris note. L'hôpital confirme. Je suis la personne de contact principale pour tous les soins médicaux. Ce soir-là, Shirley est rentrée à 21h avec des sacs de courses de chez Nordstrom. Présentation d'une nouvelle cliente demain, a-t-elle expliqué, arborant une robe noire. Il faut être à la hauteur. Quel genre de cliente? Une marque lifestyle. Très haut de gamme. Elle a examiné la robe devant le miroir du couloir. C'était cher, mais c'est un investissement. Combien? Peu importe. Cette cliente pourrait tout changer pour moi. Arla a hoché la tête et est allé vérifier les devoirs d'Avery. Dans son carnet, il a écrit, j'ai sûrement dépensé plus de $400 en vêtements pour une réunion client.
Le même jour que la publication Instagram de Miles concernant un dîner important. Jeudi soir, la présentation client de Shirley a duré jusqu'à minuit. Miles a publié des stories Instagram depuis un bar à vin du centre-ville à 21h, 22h et 23h entre 30. Vendredi matin, Aaron a appelé Carter Briggs au travail. « J'ai besoin d'un service », a-t-il dit. « Quel service ? Ce serait si difficile de me transférer. » Le bureau d'Austin ? Carter resta silencieux un instant. « Raison personnelle ? Ouais, donnez-moi une semaine. Je passerai quelques appels. » Samedi soir, Arlon faisait cuire des steaks sur le grill pendant qu'Avery aidait à préparer la salade. Le garçon avait presque retrouvé toute son énergie. Son nouvel appareil cardiaque fonctionnait parfaitement. Shirley les rejoignit pour le dîner, ce qui était devenu suffisamment inhabituel pour qu'Avery le remarque. « C'est agréable de manger tous ensemble », dit-il en coupant son steak en morceaux délicats. « On devrait le faire plus souvent », acquiesça Shirley, même si elle consulta son téléphone 2 fois pendant le repas. « Bonne nouvelle au travail aujourd'hui », dit Aaron d'un ton désinvolte. « Carter me propose une prime de performance. » Ah oui, Shirley posa son téléphone. « Combien ? 75 000 $ avant impôt. » Les yeux de Shirley s'écarquillèrent. « Sérieusement, l'entreprise a fait une bonne année. Il récompense l'équipe de direction. Qu'est-ce que tu apprends de sûr ? Le mois prochain. » Mais il semblait plutôt confiant. « C'est incroyable. » Chérie, elle tendit sûrement la main par-dessus la table et lui serra la sienne. « On pourrait enfin refaire la cuisine ou faire ce voyage à Hawaï dont tu parlais. » Ouais, on pourrait faire plein de choses. Le lendemain matin, Shirley était d'une humeur inhabituelle. Elle a préparé des crêpes pour le petit déjeuner et a suggéré qu'il passe la journée au zoo. En famille, elle a dit, on n'a pas fait ça depuis une éternité. Ils sont allés au zoo de Phoenix et pendant 6 heures, ça leur a semblé presque normal. Shirley a rangé son téléphone et s'est concentrée sur Avery, le prenant en photo en train de nourrir les girafes et de rire devant l'enclos des singes. « C'est sympa », a-t-elle dit en retournant à la voiture. « On devrait faire ça plus souvent. » Ouais, Aaron était d'accord. On devrait. Ce soir-là, une fois Avery couché, Shirley a suggéré qu'ils regardent un film ensemble. Comme au bon vieux temps, a-t-elle dit en se blottissant contre lui sur le canapé. Arlon ne s'est pas éloigné, mais il ne s'est pas détendu non plus. Cette attention soudaine semblait calculée, comme si elle travaillait à quelque chose. Lundi matin, la réponse est venue. Aaron buvait un café quand Shirley est descendue, déjà habillée pour le travail. « J'ai réfléchi », dit-elle en se versant un café. « À propos de nous ? Et nous ? On est distants ces derniers temps depuis l'opération d'Aver. »« Vraiment ? Ne fais pas l'idiot. » Elle s'assit en face de lui à la table de la cuisine. « On sait tous les deux que ça ne va pas bien entre nous. » Aaron attendit. « On a peut-être besoin d'espace, » poursuivit-elle. « Pour faire le point. » Quel genre d'espace ? Je ne sais pas. Une séparation à laisser pour quelques mois seulement. On devrait tous les deux réfléchir à ce qu'on veut. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Je pense qu'on a juste fait les choses machinalement. On vivait comme des colocataires plutôt que comme des personnes mariées. Et tu penses que se séparer aiderait ? Peut-être. On pourrait se revoir. Tu te souviens pourquoi on est tombés amoureux ? Arlon sirota son café et réfléchit à sa demande. Et Avery ? On partagerait la garde. 50-50e. Il pourrait rester ici pendant tes semaines et je trouverai un logement à proximité pour les miennes. Il vient de subir une opération chirurgicale importante. C'est pourquoi on y va doucement. S'assurer qu'il est à l'aise avec cet arrangement. Tu as bien réfléchi. J'y pense depuis des semaines. Je parie que oui, pensa Arlon. Laisse-moi y réfléchir. Sérieusement ? Shirley parut surprise par sa réponse calme. Tu ne vas pas me contredire là-dessus. Si tu penses qu'on a besoin d'espace, tu as peut-être raison. Cet après-midi-là, Arland appela Carter. Comment se présente le transfert à Austin ? Bonne nouvelle. Ils veulent que tu commences dans 6 semaines. Même poste, augmentation de salaire de 15%. Parfait. Tu es sûr de toi, Aaron ? C'est une grande mutation. J'en suis sûr. Ce soir-là,
Miles publia une story Instagram d'un magasin de meubles recherchant des aménagements d'appartements avec la légende « Nouveau départ ». Whitney appela Arlon au travail le jeudi matin. « Tu peux me retrouver pour un café ? C'est important. » Ils se rencontrèrent près de son école, suffisamment loin dans son quartier pour ne croiser personne. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Whitney sans préambule, « et tu ne vas pas aimer. » Vas-y, ils cherchent des appartements ensemble. Shirley et Miles, comment le savez-vous? Mon amie Kate travaille dans une société de gestion immobilière en centre-ville. Elle les a vus le week-end dernier visiter un 2 pièces au Lexington. Shirley a utilisé son nom de jeune fille sur la demande. Arlon a assimilé cette information. Autre chose? Il y a plus. Whitney avait l'air malheureux. Kate les a entendus parler à l'agent immobilier des districts scolaires. Pour Avery, le café semblait soudain trop chaleureux. Qu'ont-ils dit? Ils prévoient de se battre pour la garde exclusive. Miles a dit à l'agent que votre instabilité, quelque chose à propos du syndrome de stress post-traumatique dû à l'armée faisait de vous un père inapte. Les mots ont fait l'effet d'un coup de poing. Harland a posé sa tasse de café avec précaution. Ils vont prétendre que vous ne pouvez pas gérer les besoins médicaux d'Avery. Whitney a continué en disant que vous êtes froid et distant émotionnellement et que cela affecte son développement. Est-ce ce que Shirley lui a dit? Je ne sais pas. Mais Kate a dit que Miles semblait confiant qu'ils obtiendraient la garde exclusive. Arlon regardait par la fenêtre. Parking. Tout prenait sens maintenant. L'intérêt soudain pour la séparation, l'accent mis sur la garde partagée comme point de départ. Elle prévoyait d'emménager avec Miles et d'emmener Avery avec eux. La voix d'Aaron Whitney était inquiète. Tu vas bien? Il la regarda. Vraiment, pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Elle ruminait cette information depuis des jours, hésitant probablement à lui dire. Ça n'a pas dû être facile. Je suis prêt pour ça depuis le deuxième quart-temps de ce match, dit-il doucement. Quel match? Peu importe. Aaron se leva et jeta un billet de $10 sur la table. Whitney, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Si quelqu'un demande à quelqu'un, tu ne m'as jamais parlé de l'appartement. Tu ne m'as jamais parlé de leur projet de garde. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Je comprends et je continue à tout documenter. Chaque fois que Shirley annule des plans avec Avery, chaque fois qu'elle rate un rendez-vous médical, chaque fois qu'elle donne la priorité à autre chose qu'à lui. Elle le fait déjà. Aaron lui serra l'épaule. Merci pour tout. Aaron, quoi que tu prévois, sois prudent. Je suis toujours prudent. Ce soir-là, Arlon était assis dans son bureau et ouvrit un nouveau document sur son ordinateur. En haut, il tapa « Document de garde, dossier de preuve ». Puis il commença à tout transférer de son carnet au format numérique. Date, heure, témoignages, dossiers médicaux, transactions financières. 4 mois de mensonges. Des mois à faire passer un autre homme avant son propre fils. Des mois à planifier la destruction de leur famille. Elle voulait sûrement jouer à des jeux. D'accord. Mais elle avait oublié qu'Aaron avait été formé par les meilleurs stratèges du monde. Les marines ne se contentaient pas de livrer des batailles. Ils les gagnaient. Il était temps de tomber le masque. Les papiers du divorce arrivèrent un mardi matin, remis par un homme à l'air nerveux, vêtu d'un costume bon marché, qui ne cessait de s'excuser tandis qu'Arlon signait pour eux. Shirley avait déposé la première, invoquant des différends irréconciliables et demandant la garde physique complète d'Avery, en raison de l'instabilité émotionnelle d'Arlon et de potentiels troubles de stress post-traumatique qui créent un environnement dangereux pour un enfant ayant de graves besoins médicaux. Arlon lut attentivement. Les documents, autour d'un café, relevaient les interprétations créatives de la réalité. D'après le dossier de Shirley, il était autoritaire, émotionnellement distant et de plus en plus imprévisible depuis son service militaire. Elle se présentait comme la principale soignante, contrainte de prendre en charge les soins médicaux d'Avery pendant que son mari s'isolait. C'était une stratégie intelligente. Jouer sur les stéréotypes concernant les vétérans tout en se positionnant comme la mère responsable. Dommage que ce soit complètement faux. Aaron appela le cabinet de Brian Chin et fixa un rendez-vous pour l'après-midi même. Elle va lui asséner un coup, dit Brian après avoir examiné les documents. Il ne s'agit pas de divorce, mais de garde. Elle veut prendre votre fils. Peut-elle gagner? Pas si nous présentons les faits correctement.
Brian se pencha en avant. Dites-moi que vous avez tout documenté comme je l'ai suggéré. Harland sortit un épais dossier. Des dossiers médicaux prouvant qu'il avait été présent à tous les rendez-vous médicaux. Des registres de ramassage scolaire prouvant qu'il s'occupait de tous les transports. Des dossiers hospitaliers du cabinet d'Avery montrant l'absence de Shirley pendant les heures critiques. Ceci, c'est bien, dit Brian en feuilletant les pages. Vraiment bien, mais nous avons besoin de plus, comme des témoins de moralité, des personnes capables de témoigner de votre relation avec Avery et de ses priorités. J'ai quelqu'un en tête. Le docteur Patterson a accepté de témoigner sur l'implication de Harland dans les soins médicaux d'Avery. En 15 ans de cardiologie pédiatrique, j'ai rarement vu un père aussi impliqué dans le traitement de son enfant, a-t-il déclaré à Brian lors de leur réunion préparatoire. Monsieur Knox connaît parfaitement l'état de son fils. Il pose des questions intelligentes, suit scrupuleusement les instructions de soins et n'a jamais manqué un rendez-vous. Et Madame Knox? Elle a assisté à environ 30% des rendez-vous. Elle arrive généralement en retard et passe la plupart de son temps sur son téléphone. Whitney a accepté de témoigner sur le comportement récent de Shirley, même si cela l'a clairement peinée. C'est ma sœur, et je l'aime, a-t-elle dit à Brian. Mais Avery passe avant tout. Aaron a été le rock de ce garçon depuis le premier jour. La directrice de l'école, Madame Rodriguez, a confirmé que Aaron s'occupait de tout pour aller chercher et déposer les enfants. C'est lui le contact d'urgence, celui qui assiste aux réunions parents-professeurs, celui qui nous informe des besoins médicaux d'Avery. Honnêtement, je ne saurais vous dire à quoi ressemble Madame Knox. Pendant ce temps, l'avocat de Shirley, un cabinet de centre-ville réputé spécialisé dans les divorces importants, montait son propre dossier. Ils avaient choisi Miles comme témoin de moralité, prêt à témoigner sur le comportement inquiétant et l'instabilité émotionnelle d'Harland. Il te présente comme quelqu'un de brisé, a averti Brian. Dangereux. Incapable de faire face à la vie civile. Laisse-les faire. C'est grave, Harland. S'ils convainquent un juge ou s'ils sont instables, ils ne le feront pas. Comment peux-tu être aussi confiant? Parce que j'ai quelque chose qu'ils n'attendent pas, l'audience préliminaire a été fixée au mois suivant. Entre-temps, des arrangements pour la garde provisoire ont dû être conclus. La juge, une femme sévère nommée Patricia Valdez, a interrogé Avery en privé pour comprendre ses préférences. Il veut rester avec son père. Elle a ensuite informé les deux équipes juridiques. Il est clair sur ses raisons et ne montre aucun signe de coaching. J'accorde la garde principale temporaire à Monsieur Knox avec des visites surveillées pour Madame Knox en attendant l'audience complète. Shirley est devenue blême. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Devant le tribunal, elle a confronté Harland sur le parking. C'est insensé, a-t-elle dit. Je suis sa mère. Tu es aussi la personne qui a manqué son opération d'urgence pour un match de basket. C'était une fois. C'était le moment qui comptait. On peut régler ça sans avocat, sans bataille juridique. Non, on ne peut pas. Que veux-tu, Aaron? De l'argent, la maison. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je veux mon fils, et je veux que tu assumes les conséquences de tes choix. Mes choix. La voix de Shirley s'éleva. Et tes choix? Et si tu me fermais dehors pendant des mois? Et si tu dormais dans une chambre d'amis? Et si tu me traitais comme si je n'existais pas? Je t'ai traité exactement comme tu es, c'est-à-dire comme une femme adultère qui a fait passer son amant avant son fils. Le mot resta en suspens entre eux. Shirley ouvrit la bouche pour nier, puis la referma. Depuis combien de temps le sais-tu? Demanda-t-elle doucement. Depuis ce mardi soir. Article 112, troisième trimestre. Tu as vu ça? J'ai tout vu. L'audience de garde commença un lundi matin d'octobre. Le juge Valdez présidait une salle comble, les deux familles étant venues en nombre, accompagnées de divers témoins et soutiens. L'avocat de Shirley, un certain Peterson, vêtu de costumes coûteux et parlant d'un ton soigneusement dosé, présenta leur dossier en premier. Il dépeignit Harland comme un homme aux prises avec la transition de la vie militaire à la vie civile. Incapable de créer un lien affectif avec sa famille, de plus en plus isolée et autoritaire, Madame Knox fut contrainte de s'occuper d'un enfant médicalement fragile tandis que son mari se repliait sur lui-même. Peterson argumenta. Elle a documenté des cas de repli émotionnel, des demandes déraisonnables de contrôle sur l'emploi du temps de l'enfant et des commentaires inquiétants sur la discipline militaire.
Miles a témoigné en premier, vêtu d'un costume de la marine qui coûtait probablement plus cher que le loyer d'une voiture. Il a parlé avec assurance de sa longue amitié avec Harland et Shirley, de son inquiétude pour le bien-être d'Avery et de ses observations sur la détérioration de l'état mental de Harland. Il est devenu paranoïaque. Miles a témoigné qu'il se méfiait de tout le monde, y compris de sa femme. Il traite chaque conversation comme un interrogatoire. Pouvez-vous donner des exemples précis au tribunal? A demandé Peterson. Il a accusé Shirley d'avoir menti sur des réunions de travail. Il a exigé qu'elle ne lui dise pas où elle était à chaque instant de la journée. Il a commencé à dormir dans une chambre séparée et a refusé d'aborder leurs problèmes conjugaux. À votre avis, ces comportements vous préoccuperaient-ils si vous vous inquiétiez du bien-être d'un enfant? Absolument. Avery mérite un environnement familial stable et aimant. Le contre-interrogatoire de Brian Chin a été chirurgical. Monsieur Redford, vous avez témoigné être un ami de longue date des deux parties. Depuis combien de temps connaissez-vous Madame Knox? Environ 15 ans, depuis le lycée. Et comment décririez-vous votre relation avec elle actuellement? Miles se déplaça sur son siège. Nous sommes amis. Juste amis. Oui. Monsieur Redford, connaissez-vous la section 112 du Footprint Center? Que voulez-vous dire? C'est une section réservée au siège premium de la Phoenix Suns Arena. La connaissez-vous? Je suppose que j'y ai assisté à des matchs. Étiez-vous à un match dans la section 112 le soir du 15 octobre? Peterson objecta. Pertinence, votre honneur. Je vais établir la pertinence, dit Brian. Monsieur Redford, veuillez répondre à la question. J'étais peut-être à un match ce soir-là. Avec qui? Miles regarda Shirley, puis de nouveau Brian. Je ne me souviens pas. Votre honneur, j'aimerais présenter la pièce à conviction. Brian a sorti une grande photo, un cadre capturé lors de l'émission de ESPN, montrant Miles et Shirley clairement visibles dans la section 112, son bras autour de sa chaise, sa main sur sa jambe, tous deux riant intimement. Monsieur Redford, est-ce vous dans la section 112 le 15 octobre? Oui. Et est-ce Madame Knox à côté de vous? Oui. À quelle heure cette photo a-t-elle été prise? Je ne sais pas exactement. D'après les archives de ESPN, il était 22h47, Monsieur Redford. Savez-vous où se trouvait Avery Knox à 22h47 le 15 octobre? Miles n'a rien dit. Il était en salle d'opération. Monsieur Redford, opération cardiaque d'urgence. Pendant que vous et Madame Knox profitiez de vos places au bord du tribunal, on implantait un appareil à son fils de 8 ans pour lui sauver la vie. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. Vous avez témoigné n'être qu'ami avec Madame Knox. Est-il normal que vous assistiez à des matchs de basket avec des amis mariés pendant que leurs enfants sont opérés d'urgence? Je n'étais pas au courant de l'opération. Madame Knox n'a pas mentionné que son fils était dans un état critique lorsqu'elle a choisi d'assister au match avec vous. Miles avait l'air pris au piège. Elle a peut-être mentionné quelque chose, mais cela ne semblait pas assez important pour quitter le match. Objection. Peterson était debout. Soutenu, a déclaré le juge Valdez. Mais le mal était fait. Brian a continué à examiner méthodiquement les preuves. SMS entre Miles et Shirley, relevés de cartes de crédit montrant qu'ils avaient dîné ensemble des dizaines de fois, reçus d'hôtels, publications Instagram des mêmes endroits aux mêmes heures. Monsieur Redford, depuis combien de temps avez-vous une liaison avec Madame Knox? Nous n'avons pas de liaison. Alors comment expliquez-vous avoir partagé une chambre d'hôtel au Scottsdale Marriott à 6 reprises au cours des 3 derniers mois? Peterson a de nouveau objecté, mais le juge Valdez a autorisé la question. Je n'ai rien à expliquer. Miles a dit, en fait, si. Vous êtes sous serment et vous vous êtes immiscé dans un litige de garde en témoignant sur l'aptitude de Monsieur Knox à être père. Je vous repose donc la question. Depuis combien de temps avez-vous des relations sexuelles avec Madame Knox? Miles avait l'air de vouloir disparaître, environ 4 mois. Merci. Plus de questions. Shirley a ensuite pris la parole, pâle mais déterminée. Peterson lui a raconté sa version des faits concernant un mariage qui s'était détérioré après le service militaire de Harland. Un mari devenu distant et contrôlant ses efforts pour sauver leur relation. J'aime mon fils plus que tout au monde. Elle a témoigné. Tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien. Pouvez-vous nous expliquer où vous étiez le soir du 15 octobre?
J'étais à un match de basket avec un ami. Je sais à quoi ça ressemble, mais j'ignorais que l'opération d'Avry serait aussi grave. Aaron a dit qu'il faisait juste des examens. Avez-vous essayé de quitter le match lorsque vous avez appris l'opération? Lorsque j'ai reçu son appel, il était trop tard. Je suis venu à l'hôpital dès que possible. Le contre-interrogatoire de Brian a été accablant. Madame Knox, vous avez témoigné que vous ignoriez que l'opération serait grave. Est-ce exact? Oui. Laissez-moi vous lire le journal d'appel de votre mari. À 21h30, il vous a appelé et vous a dit, je cite, Avry est dans un état critique. On le prépare pour une opération. Cela ressemble-t-il à des examens de routine? J'étais perplexe. La musique était forte. La musique était forte lors d'un match de basket. Vous ne compreniez donc pas que votre fils était dans un état critique. J'ai paniqué. Je n'avais pas les idées claires. Mais vous aviez les idées claires pour rester au match 1h30 de plus. J'ai fait une erreur. Madame Knox, à combien de rendez-vous médicaux d'AVER avez-vous assisté l'année dernière? J'ai sûrement hésité. Je ne sais pas exactement. Le docteur Patterson tient des dossiers détaillés. D'après ces dossiers, Avry a eu 16 rendez-vous l'année dernière. Vous en avez assisté à 5. Soit 31%. Connaissez-vous cette statistique? Je travaille. Je ne peux pas toujours. Votre mari travaille aussi. En fait, il travaille plus longtemps que vous. Pourtant, il a assisté à 100% des rendez-vous. Pouvez-vous expliquer cet écart? Aaron est plus organisé sur ce point. C'est ça que vous appelez s'assurer que votre enfant reçoive des soins médicaux appropriés? Être organisé. Peterson a objecté. Mais le juge Valdez a clairement suivi chaque mot. Madame Knox, vous témoignez que vous aimez votre fils plus que tout. Si c'est vrai, pourquoi avez-vous donné la priorité à un match de basket plutôt qu'à son opération d'urgence? J'ai pris une mauvaise décision, mais une seule erreur ne fait pas de moi une mauvaise mère. Une seule erreur. Parlons des tendances. Au cours des 6 derniers mois, à combien d'événements scolaires avez-vous assisté? Je ne compte pas. D'après les registres scolaires, 0. Combien de réunions parents-professeurs? Aaron s'en occupe habituellement. 0. Combien de fois avez-vous été la personne à contacter en cas d'urgence lorsque l'école a appelé au sujet de la santé d'Avry? Ce n'est pas juste. Harland l'est toujours. La réponse est 0, Madame Knox. Mais vous avez assisté à une trentaine d'événements sociaux pendant cette même période. Dîner, fêtes, matchs de basket. Comment concilier le fait de prétendre aimer son fils plus que tout au monde tout en privilégiant systématiquement les activités sociales aux besoins de son fils? Elle pleurait sûrement maintenant. Vous ne comprenez pas, être mère est difficile. Parfois, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une liaison pendant que votre fils se remet d'une opération cardiaque. Objection. Retenue. Monsieur Chin, reformulé. Madame Knox, avez-vous une liaison avec Miles Redford? Cela n'a pas d'importance non plus. C'est tout à fait pertinent pour votre crédibilité et vos priorités. Avez-vous eu des relations sexuelles avec Miles Redford pendant votre mariage avec le plaignant? Shirley regarda son avocat, puis le juge, puis de nouveau Brian. Oui. Pendant combien de temps? Pendant des mois. Pendant cette période, votre fils a connu de multiples crises médicales nécessitant des soins d'urgence? Oui. Pendant cette période, vous avez manqué des rendez-vous médicaux cruciaux? Oui. Pendant cette période, vous avez choisi d'assister à des événements sociaux plutôt que de vous occuper de votre enfant médicalement fragile? Oui. Pas d'autres questions. L'audience relative à la garde s'est terminée un vendredi après-midi. La juge Valdez a déclaré qu'elle examinerait tous les éléments de preuve et rendrait sa décision dans les 2 semaines. Ce week-end-là, Harlan s'est assis devant son ordinateur et a écrit avec soin, non pas pour des avocats ni des juges, mais pour l'opinion publique. Ils ont trouvé un blog local sur la parentalité, Phoenix Family, qui avait gagné en popularité auprès des parents de banlieue. Le blog acceptait les contributions anonymes sur les défis parentaux et les expériences familiales. Le billet de Harlan était intitulé « Quand le basket compte plus que la vie de votre enfant ». Il a écrit « Je partage ceci anonymement car je suis encore en train de digérer ce qui est arrivé à ma famille. Il y a 2 semaines, mon fils de 8 ans s'est effondré pendant le dîner.
Il souffre d'une malformation cardiaque congénitale, et c'était son pire épisode jusqu'à présent. Je l'ai emmené d'urgence aux urgences pendant que ma femme était sortie avec des amis. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate, une intervention visant à implanter un appareil qui régulerait son rythme cardiaque et lui sauverait la vie. J'ai appelé ma femme pour lui dire que notre fils était dans un état critique et qu'il allait être opéré d'urgence. Sa réponse, mais j'ai des billets pour la NBA ce soir. Je dois y aller, n'est-ce pas? Elle est restée pendant tout le match. L'opération de notre fils a duré 3 heures. Elle est arrivée à l'hôpital après minuit, sentant la bière et l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne comprends pas comment on peut donner la priorité aux places au bord du terrain plutôt qu'à la vie de son enfant. Je ne sais pas comment expliquer à mon fils pourquoi maman n'était pas là à son réveil après l'opération. Je partage ceci parce que j'ai besoin que les parents comprennent quelque chose. Vos enfants se souviendront de vos priorités. Ils se souviendront quand vous avez choisi d'être là et quand vous avez choisi d'être ailleurs. Ils se souviendront de ce qui comptait pour vous quand ils avaient le plus besoin de vous. Ce fils se remet bien. Sa mère emménage avec un homme avec qui elle était au match. J'en ai la garde exclusive et mon fils est en sécurité, mais je n'oublierai jamais le moment où j'ai réalisé que le basket comptait plus pour elle que la vie de son enfant. Il l'a posté dimanche soir, lundi matin. Elle a été partagée 847 fois mercredi. Elle a été reprise par la presse locale. Les chaînes d'information et les sites web dédiés aux parents à travers le pays. Vendredi, Wyoming. L'histoire était devenue virale sur Twitter et Instagram. L'histoire était parfaite pour susciter l'indignation sur les réseaux sociaux. Une mère qui préférait le sport à son enfant malade. Un père qui se battait pour la garde. Un clivage moral évident qui appelait un jugement immédiat. Les familles de Phoenix ont reçu des centaines de commentaires. Cela me brise le cœur. Cette pauvre enfant mérite tellement mieux. Je ne peux pas imaginer choisir quoi que ce soit plutôt que l'opération d'urgence de mon enfant. Le père est un héros. La mère est un monstre. J'espère que cet homme obtiendra la garde exclusive. Cette femme ne devrait pas être autorisée à approcher des enfants. Les chaînes d'information locales ont repris l'histoire. Channel 12 a diffusé un reportage intitulé « Lorsque les parents échouent, l'histoire déchirante d'un père de famille de la vallée ». L'employeur de Shirley, une marque de style de vie branchée appelée Lux Living, a reçu des dizaines de mails et de commentaires indignés sur les réseaux sociaux. Leurs publications Instagram ont été inondées de commentaires tels que « Soutenez-vous les employés qui abandonnent des enfants malades et ont boycotté Lux Living jusqu'au licenciement de la maman basketteuse ». La semaine suivante, Lux Living avait restructuré son équipe chargée des réseaux sociaux et Shirley s'est retrouvée sans emploi. La voiture Miles, les concessionnaires subissaient une pression similaire. Quelqu'un avait fait le lien et identifié Avery comme l'homme de l'affaire de basket. Les avis sur Google et Yelp étaient devenus brutaux. Achèteriez-vous une voiture à quelqu'un qui contribue à détruire des familles? Miles Redford se soucie plus de sortir avec des femmes mariées que du service client. Un commerçant malhonnête, une personne malhonnête. Les ventes ont chuté de 30% en 2 semaines. Miles a dû retirer son nom de la publicité et faire appel à une société de gestion de réputation. Shirley a essayé d'appeler Aaron à plusieurs reprises. Il n'a pas répondu. Elle s'est présentée à la maison un mardi soir pendant qu'Avery était chez un ami. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-elle dit quand Aaron a ouvert la porte. Cet article de blog, c'était toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. Les détails sont trop précis. Personne d'autre ne sait exactement ce que j'ai dit au téléphone. Arlon haussa les épaules. Tu n'aurais peut-être pas dû le dire. Ma vie est ruinée. J'ai perdu mon emploi. Miles parle de déménager en Californie. Tout le monde en ville me prend pour un monstre. Et toi? J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Plusieurs choix pendant des mois. Je veux voir Avery. Tu as des visites surveillées le samedi de 14h à 17h. Ce n'est pas suffisant. C'est mon fils. Alors tu aurais dû te comporter comme sa mère. Shirley s'est mise à pleurer. S'il te plaît, Aaron, on ne peut pas trouver une solution? Je sais que j'ai fait une erreur, mais quoi? Je devrais te pardonner, mais je devrais faire comme si de rien n'était. Mais je devrais te laisser expliquer à notre fils pourquoi le petit ami de maman était plus important que son opération. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça.
Je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'idée que tu te fais de lui. Tu aimes ce qu'il représente, mais tu ne l'aimes pas assez pour vraiment lui donner la priorité. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-moi que j'ai tort. Oh, attends. Tu l'as déjà fait. Devant le monde entier, la juge Valdez a convoqué les deux équipes juridiques dans son cabinet un jeudi matin. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait passé des semaines à examiner les preuves et à se débattre avec une décision qui aurait dû être simple. J'ai examiné tous les témoignages, les preuves et les témoins de moralité, commença-t-elle. Cette affaire implique de graves allégations d'aptitude parentale, et je ne prends pas ces décisions à la légère. Aaron resta parfaitement immobile. Shirley serra le bras de son avocat. Cependant, les preuves dans cette affaire sont accablantes. Madame Knox a démontré une négligence systématique envers les besoins médicaux et éducatifs de son fils. Elle a constamment privilégié les activités sociales aux responsabilités parentales. Le plus inquiétant est son absence lors d'une urgence médicale potentiellement mortelle. Peterson a tenté de l'interrompre. Votre honneur, si vous me le permettez, vous ne le pouvez pas. Je suis également troublé par la malhonnêteté de Madame Knox lors de son témoignage. Son déni initial d'une liaison extra-conjugale, suivi d'un aveu réticent, suggère une volonté de tromper le tribunal. Le juge Valdez a remis ses documents. Monsieur Knox a fourni de nombreux documents sur son rôle de principal dispensateur de soins. Des professionnels de la santé, des responsables scolaires et des membres de la famille ont témoigné à plusieurs reprises de son dévouement au bien-être de son fils. Elle leva les yeux vers les deux parties. J'accorde la garde physique et légale complète à Monsieur Knox. Madame Knox bénéficiera de visites surveillées un samedi sur deux de 14h à 17h, avec possibilité de visite prolongée après avoir suivi un cours de parentalité et suivi 6 mois de thérapie familiale. Shirley fit un bruit de poing. De plus, j'ordonne le partage des biens matrimoniaux conformément à la loi de l'Arizona sur la communauté de biens, avec l'exception suivante, Monsieur Knox étant propriétaire à 70% d'une résidence conjugale, il conservera la maison. Madame Knox recevra 30% de sa valeur marchande actuelle. Peterson prenait des notes avec frénésie. J'accorde également à Monsieur Knox les permis de séjour premium pour la section 112 du Footprint Center, achetés avec les fonds communs du couple. Ces permis ont une valeur de revente importante et contribueront à compenser le fardeau financier d'une famille monoparentale. Arlon sourit presque. Presque. Ceci conclut la procédure de garde. Monsieur Knox, vous avez l'autorité légale pour prendre toutes les décisions concernant les soins médicaux, l'éducation et le bien-être de votre fils. Madame Knox, votre droit de visite est subordonné au respect des ordonnances du tribunal et à la réalisation des consultations obligatoires en dehors du palais de justice. J'ai sûrement essayé une dernière fois. Arlon, s'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. Je ne l'ai pas enlevé. Vous l'avez trahi. Chaque fois que vous avez préféré autre chose à lui, vous l'avez trahi un peu plus. Je peux changer. Peut-être, mais vous le ferez à votre rythme, pas au sien. Et les licences de place? Vous n'aimez même pas le basket. Vous avez raison. Moi non plus. Le lendemain, Aaron a appelé un courtier en billets et a vendu les licences de l'article 112 pour $80 000. Des places premium avec liste d'attente. Les gens payaient cher pour avoir le privilège d'être assis exactement là où Shirley avait donné la priorité à un match plutôt qu'au point de vie de leur fils. 3 semaines plus tard, Arlon retrouvait Shirley au Steel Indian School Park pour sa première visite officielle. Elle termina son cours de parentalité et commença une thérapie, même si ces deux démarches semblaient être des cases à cocher plutôt que de véritables tentatives de changement. Avery courut vers eux à travers la cour de récréation, en pleine forme et heureux. Son appareil cardiaque avait éliminé tous les épisodes qui terrifiaient Arlon. Le garçon pouvait désormais courir et jouer comme n'importe quel autre enfant. « Salut, maman », dit-il en le serrant dans ses bras, certes poliment, mais sans l'attachement désespéré auquel elle s'attendait. « Salut, ma puce. Comment va l'école ? » Bien. Je fais un devoir sur Mars. Papa m'aide à construire une maquette du système solaire. Ça a l'air amusant. Ils se dirigèrent vers les jeux de récréation. Avery commença immédiatement à grimper aux barres de suspension, ce qui aurait été impossible avant son opération. Il va bien, dit Shirley doucement. Oui, c'est vrai. Je sais que tu n'as probablement pas envie d'entendre ça, mais je suis fier de toi pour t'être battu pour lui. Aaron observa son visage. Elle paraissait plus petite,
comme si les conséquences de ses choix l'avaient physiquement diminué. Ce n'était pas une fatalité, poursuivit-elle. Tu as raison. Ça n'a pas marché. On aurait pu arranger les choses, aller voir un thérapeute, arranger les choses. Non, on n'aurait pas pu. Pourquoi pas? Aaron regardait Avery se balancer sur les barres de suspension, le visage rayonnant de concentration et de joie. Parce que tu as fait en sorte que ce soit comme ça. Chaque choix que tu as fait a mené ici. Chaque mensonge, chaque priorité, chaque fois que tu as choisi autre chose plutôt que lui. Une erreur, pas une seule. 100 petites trahisons qui ont mené à une grande. Je l'aime. Je sais que tu l'aimes. Mais l'amour ne suffit pas si on n'agit pas comme tel. Avery termina son tour et courut vers eux, légèrement essoufflé, mais souriant. Papa, on peut aller voir les canards? Bien sûr, mon pote. Ils se dirigèrent vers l'étang. Avery bavardait de son projet scolaire. Shirley écoutait et répondait comme il se doit. Mais Aaron voyait la distance entre eux. Ce n'était ni de la colère ni du ressentiment. C'était simplement la conséquence naturelle de mois d'absence pendant la période la plus cruciale de la vie d'un enfant. À la fin des visites, à 17h, Avery serra sa mère dans ses bras. Au revoir. À dans 2 semaines, dit-elle. D'accord, au revoir, maman. Il courut vers le camion de Harland sans se retourner. Sur le chemin du retour, Avery demanda, Papa, pourquoi maman a-t-elle l'air triste? On est triste quand on réalise qu'on a fait de mauvais choix. Est-ce qu'elle regrette? Je pense que oui. Va-t-elle guérir? Peut-être. C'est à elle de voir. Avery hocha la tête et retourna regarder par la fenêtre. À 8 ans, il comprenait plus qu'il n'aurait dû, mais il était en sécurité maintenant. C'était l'essentiel. Le camion de déménagement arriva un samedi matin de décembre. Harlon et Avery avaient passé 2 semaines à emballer leur vie dans des cartons, à trier 8 ans de souvenirs et à décider de ce qui appartenait à leur nouveau chapitre au bureau de Carter à Austin. Ils avaient accueilli Harland avec une augmentation de salaire de 15% et la promesse d'une promotion rapide. Le marché immobilier texan leur permettait de s'offrir une maison plus grande avec une piscine qu'Avery pourrait utiliser en toute sécurité maintenant que son cœur était régulé. « Tu es excité ?» demanda Harlon tandis qu'il chargeait les derniers cartons. « Oui, mais aussi nerveux à propos de quoi ? Se faire de nouveaux amis. Commencer dans une nouvelle école. Tu réussiras. Tu es intelligent, drôle et gentil. Les gens t'apprécieront. Et s'ils ne t'aiment pas? Alors ce sont des idiots et tu trouveras de meilleures personnes. Avery rit. Tu ne peux pas traiter les gens d'idiots, papa. Je peux les appeler comme je veux. Je suis le père. Ils traversèrent Phoenix une dernière fois, passant devant l'école d'Avery, l'hôpital où il avait été opéré, les quartiers où Shirley reconstruisait sa vie dans un petit appartement près de sa sœur. Le programme de visite se poursuivrait. Avery retournerait à Phoenix une fois par mois pour les week-ends avec sa mère. Ce n'était pas idéal, mais c'était faisable. Et si Shirley s'engageait vraiment dans un changement, peut-être pourrait-il ajuster les choses. Mais Harlon ne retenait pas son souffle. Leur nouvelle maison à Austin était tout ce qu'il avait espéré. Un quartier calme, de bonnes écoles, un jardin où Avery pourrait jouer sans que Harlon ne s'inquiète d'un problème cardiaque. Ça va être bien, dit Avery en explorant sa nouvelle chambre. Oui, c'est vrai. Le printemps est arrivé tôt au Texas. Harlon s'est installé dans son nouveau travail. Avery s'est fait des amis à l'école et, petit à petit, ils ont établi une routine qui semblait durable et paisible. En avril, les Spurs ont atteint les playoffs. Carter avait des abonnements et a invité Harland à un match. Je ne suis pas vraiment fan de basket. Harlon a dit, allez, Avery va adorer. Ils y sont allés un mardi soir. La salle était électrique, bondée de supporters vêtus de noir et argent. Avery n'avait jamais assisté à un match professionnel, et son enthousiasme était contagieux. C'est tellement cool, dit-il en regardant l'échauffement depuis leur siège. De bonnes places. Pas au niveau de la section 112, mais assez près pour voir les expressions des joueurs. Assez près pour ressentir l'énergie de la foule. Pendant un temps mort au 3e quart-temps, la caméra de la salle a balayé la foule pour observer les réactions des supporters. L'image de Harlon et Avery persistait, tous deux vêtus du maillot des Spurs, partageant des nachos et riant de quelque chose sur le terrain. Pendant exactement 4 secondes, ils étaient à la télévision. Un père et son fils profitant d'un match de basket ensemble.
Arlon souriait, non pas par victoire, par revanche ou par justice rendue, mais parce que son fils était en bonne santé, heureux et en sécurité. Et parfois, c'est la seule victoire qui compte.